Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les greniers des savoirs. Nous recevons aujourd'hui professeur Hamani Marichatou. Bonjour professeur. Bonjour professeur. Oui. Professeur, vous êtes professeur titulaire et enseignant-chercheur au département production animale à la faculté d'agronomie de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours, professeur? Merci professeur pour l'opportunité que vous me donnez de parler de mon parcours. Comme vous l'avez dit, je me nomme Marichatou Hamani, je suis enseignant-chercheur au département productions animales de la faculté d'agronomie de l'université Abdou Moumouni de Niamey, et professeur titulaire et directeur du centre d'excellence sur les productions pastorales et un centre qui est hébergé au niveau de la faculté d'agronomie de Niamey. En ce qui concerne mon parcours, le parcours commence évidemment avec le baccalauréat que j'ai obtenu au lycée Issa Korombe de Niamey en 1981. Le baccalauréat obtenu, on avait à l'époque deux types d'orientation. Une orientation pour la filière que l'on a appelée à embrasser, donc dans l'enseignement supérieur, et une orientation pour le ministère de tutelle après les études. J'ai été donc orienté pour faire la médecine vétérinaire et pour le compte du ministère en charge de l'enseignement supérieur. La médecine vétérinaire ne se faisant pas au Niger, j'étais dans le contingent qui avait été inscrit à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II du Maroc à Rabat. Et c'est là que j'ai fait réaliser ma thèse de doctorat vétérinaire que j'ai soutenue en décembre 1989. Et je suis rentré et j'ai fait le service civique 90-91 et j'ai été recruté donc à la faculté d'agronomie. Sauf que il s'est trouvé qu'après 2 ans d'assistanat, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas progresser avec le doctorat vétérinaire et les textes avaient changé. Il était dit que c'était un diplôme professionnel, il fallait un diplôme d'université. Ce qui m'a amené à aller chercher donc, j'avais le choix entre une spécialisation en médecine vétérinaire ou un doctorat d'université. Et j'ai pu bénéficier d'une bourse d'un projet dans lequel j'intervenais, régional sur les petits ruminants, et qui m'a permis de faire une année dans un laboratoire au niveau de la station de physiologie de la reproduction à Tours, et pour avoir l'équivalence du DEA. Et pendant l'année-là, le travail que j'ai effectué consistait à purifier des hormones de dromadaires avec des gonades qui ont été collectées au Niger. Le travail ayant été concluant avec des données assez intéressantes, j'ai pu m'inscrire en thèse de doctorat d'université en 1994 et j'ai pu bénéficier, et avec l'excellent travail que nous avons pu mener là-bas, d'une bourse de l'INRA de France, l'Institut de la recherche agronomique de France, pour 3 années de thèse. Et j'ai soutenu cette thèse enfin en décembre 1997 et je suis revenu au Niger pour continuer donc mes activités d'enseignement et de recherche. Vous comprenez que j'ai un parcours atypique et avec 2 doctorats, un doctorat professionnel et un doctorat d'université. Voilà ce que je peux dire par rapport à mon parcours. Merci beaucoup. Vous avez soutenu comme vous l'avez dit, deux doctorats. La première au Maroc dans la spécialité reproduction animale et la deuxième en France à Tours dans la spécialité physiologie de la reproduction. Donc c'est important de rappeler que ces 2 doctorats ont reçu aussi les félicitations du jury. Oui, il faut dire que j'ai embrassé, c'est vrai, la spécialité de la reproduction depuis le doctorat vétérinaire, puisque la thèse qu'on réalisait, c'était dans un département, dans une spécialité donnée.
Et j'avais la passion de la reproduction, ce qui m'avait amené à travailler sur le dromadaire, la maîtrise de la reproduction, notamment l'induction de l'ovulation, parce que c'est une espèce qui est assez particulière et qui n'était pas étudiée, et une espèce qui existait au Niger. Et donc, étant entendu que je voulais continuer toujours dans la même lancée, quand je suis allé en France, effectivement, j'ai continué à la station de physiologie de la reproduction qui m'a permis de comprendre les mécanismes physiologiques qui sous-tendaient la reproduction chez l'animal domestique. Il fallait une maîtrise de ces aspects fondamentaux pour pouvoir mieux agir et améliorer les performances de nos races locales. C'est pour ça que j'ai travaillé sur la biochimie hormonale, mon directeur de thèse étant un chercheur du Centre national de la recherche scientifique de France. Donc j'ai continué et jusqu'à présent, donc, ma spécialité, c'est la reproduction animale. Et donc, c'est une spécialité que vous enseignez à la faculté d'agronomie? Tout à fait. Vous voyez mon profil, j'ai, disons, deux spécialités, si je peux m'exprimer comme ça. Je suis vétérinaire de formation à la base. La médecine vétérinaire, c'est la santé et les productions animales. Et après, donc, ça veut dire que je suis capable d'enseigner les matières dans des disciplines vétérinaires. Mais m'étant spécialisé en reproduction, je suis plus outillé en cela. Donc, à la fac d'agro, j'enseigne d'une part les matières de santé animale, notamment des pathologies dominantes au Niger, de l'hygiène, sur les zoonoses également. Et j'enseigne également la reproduction, notamment la physiologie de la reproduction, la maîtrise de la reproduction, les biotechnologies de la reproduction et les pathologies de la reproduction. Ça, c'est ce que je fais au niveau de la faculté d'agronomie, qui est mon institution d'attache. Mais j'ai aussi enseigné dans des institutions sous-régionales comme à l'Agrimet et ailleurs, où je suis allé au-delà, en allant sur la zootechnie, notamment sur les systèmes d'élevage, sur l'évaluation des pâturages, etc. Voilà. C'était très intéressant. En matière de recherche également, vos recherches, notamment les champs de recherche, portent sur la reproduction animale, la santé animale et les systèmes d'élevage, mais aussi les questions de recherche et développement. Absolument, absolument. Donc, de par mon profil, mes recherches au Niger, c'était en reproduction, et j'avais eu la chance de tomber dans une équipe déjà organisée, dirigée par le professeur Yenikoy, et qui travaillait sur la reproduction animale. Et les collègues que j'avais trouvés travaillant tous sur la reproduction chez la femelle animale, toute espèce animale, surtout les ruminants domestiques, les petits et les grands ruminants. Et il m'a été demandé de porter mes recherches sur l'aspect mâle des ruminants domestiques. Donc j'ai commencé cela. Et quand vous regardez mes champs de recherche, c'est d'une part la caractérisation de nos races animales qui permettait d'abord de connaître les potentialités de nos espèces animales. Ensuite, maîtriser la reproduction, c'est ce qui m'a amené à aller de façon plus approfondie sur les recherches en reproduction animale. Et aussi, donc, comment améliorer ses performances. Mais également, comme vous l'avez dit, notre rôle dans la société, c'est de contribuer à résoudre les questions de développement. C'est pour ça que nous avons fait de la recherche-développement et j'avais démarré dans une équipe pluridisciplinaire dont la démarche on l'appelait le projet interuniversitaire ciblé, c'était avec l'Université catholique de Louvain et des collègues de la faculté de différentes spécialités, production végétale, géographes, sociologues. C'était d'aller en milieu réel, chez les éleveurs, chez les paysans, recueillir leurs contraintes, mais aussi leurs innovations qu'ils ont, parce qu'il y a de l'innovation paysanne, les transformer donc
en question de recherche, essayer de les traiter. Et nous avons un potentiel qui est le potentiel étudiant, qui nous permettait d'aller retourner chez ces paysans, expérimenter les innovations que nous avons améliorées et essayer de diffuser cela. Ça a duré des années et c'est de cette manière qu'on peut contribuer au développement du pays. En plus de cela, peut-être même les activités de reproduction, ça n'a pas de sens si ça ne permet pas d'augmenter les potentialités de nos races en milieu réel. C'est pour ça que dans le domaine de la reproduction, nous avons développé, nous sommes portés sur l'animal, développer l'amélioration génétique des animaux, soit par la sélection, soit par le croisement. Et de ce fait, nous avons mis en place un labo opérationnel et de pointe sur l'insémination artificielle. Merci, professeur. Donc, ce qui veut dire que les savoirs endogènes, ce qu'on appelle savoirs endogènes, font aussi partie de vos centres d'intérêt? En effet, et c'est extrêmement important d'ailleurs. C'est plus intéressant d'aller voir ce qu'ils ont comme innovation de façon individuelle, de façon ponctuelle, on l'a ça et là, ce n'est pas diffusé, et de les étudier et de retourner les diffuser parce que leur appropriation, ça vient de chez eux. C'est mieux que de concevoir des technologies en dehors du cadre paysan et d'aller les amener. Ça a très peu de chances de passer de cette façon. Et donc, c'est pour ça qu'il faut savoir, le savoir paysan, c'est une réalité. Et ce que nous pouvons apporter comme contribution, c'est de pouvoir les tester, les améliorer et les diffuser. Merci beaucoup. Professeur, vous êtes un expert reconnu dans votre domaine de spécialité et vous êtes membre de plusieurs centres de recherche scientifique. Vous avez coordonné plusieurs projets sur le plan national, notamment le projet sur la caractérisation des ressources génétiques animales et également sur le plan régional, expert de l'Union européenne, FAO, etc. Oui, effectivement. La chance que j'avais eue, donc, c'est d'être dans une équipe de recherche. C'est plus avantageux de travailler en équipe que de travailler tout seul. Et dans le domaine de la reproduction, effectivement, j'ai coordonné plusieurs projets d'envergure sous-régionale, comme vous le dites tout à l'heure. Depuis de 2014 à 2022, j'ai coordonné un projet qu'on appelle Progeval, projet de gestion des ressources génétiques animales, qui consistait en la caractérisation de nos races animales, mais aussi en leur conservation et en leur amélioration. Et ça nous a valu d'ailleurs de former aussi, mais aussi de connaître nos races. Et actuellement, au niveau de notre laboratoire, la caractérisation phénotypique, génétique, zootechnique de nos races ovines, caprines, bovines sont connues parce que c'est des champs que nous avons eu à aborder. Deuxième projet que j'ai eu à gérer, c'est un projet qu'on appelle Emprolet, qui a duré 3-4 ans. Et c'est l'amélioration de la production laitière. Là aussi, c'est voir en milieu réel quelle technologie, soit prise à partir d'eux ou amenée, on peut diffuser pour essayer d'améliorer les capacités de production des animaux. C'est un projet sous-régional aussi qu'on avait avec le CORAF et qui concernait le Niger, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Cameroun. On a aussi, j'ai aussi contribué à évaluer les données du RGAC, c'est le recensement général du cheptel et de l'agriculture de 2004 à 2007. Les données concernant l'agriculture, j'ai contribué à les évaluer, voir ce qu'on peut tirer de positif là-dessus. J'ai aussi fait partie de l'équipe qui a examiné, qui a évalué les résultats sur l'agriculture. Et donc tout ça, ce sont des travaux qui nous ont permis de mieux connaître ce que nous avons au niveau national. Il y a un autre projet qui a été exécuté au Niger, que c'est le PPAO, Programme Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest, dans lequel nous
notre équipe abordait les questions de reproduction. Et avec ce projet aussi, ça nous a aidé à avoir justement cette envergure sous-régionale. Et nous sommes sollicités dans la sous-région en ce qui concerne les biotechnologies animales surtout. Nous avons un laboratoire opérationnel et nous avons formé des techniciens dans ce domaine, pratiquement de l'insémination artificielle, de la conservation des semences animales au Sénégal, au Bénin, au Burkina. Et en tout cas, au niveau sous-régional, nous avons notre labo est assez référencié. Et je suis content puisque nous avons une équipe d'enseignants-chercheurs, d'assistants, mais de stagiaires et de doctorants aussi. Merci, professeur. Et votre labo est opérationnel? Et alors, notre laboratoire, c'est un laboratoire vraiment de pointe qui a connu quelques petites difficultés il y a un peu plus d'un an, 2 ans, puisque c'est un laboratoire de collecte de semences, d'analyse, de conservation de ces semences, mais aussi de diffusion de ces semences au niveau national, mais au niveau international, puisqu'avec l'insémination artificielle, on peut inséminer dans tous les coins du monde. Alors, ça nous a permis d'avoir une banque de semences de nos ressources génétiques animales, notamment les ruminants. Et nous avons commencé par les bovins, la semence Azawak, nous avons la semence Kouri. Et notre labo fait partie des rares laboratoires qui font cette activité de conservation, de collecte et de conservation de ressources génétiques. Mais c'est une activité qui requiert d'avoir de l'azote liquide en permanence. On avait, et ça on l'a, c'est un déchet, on le dit souvent. Il y a un générateur d'azote liquide qui permet de produire, on avait 2 générateurs. Malheureusement, il y a un peu plus d'1 an et demi que nos 2 générateurs sont tombés en panne et nous avons quasiment perdu d'ailleurs notre banque de semences qu'il faille renouveler. Mais nous sommes à la recherche évidemment de partenaires qui puissent nous aider à acquérir ces générateurs d'azote liquide qui sont tombés au même moment. Nous sommes donc dans cette démarche. Ça a été une grosse perte pour nous, mais nous osons espérer avoir les possibilités d'avoir ce générateur. Sinon, le plateau technique est là, vraiment, qui est très opérationnel et qui est assez intéressant. C'est ça qui a un peu freiné nos activités sur le terrain, puisque nous sommes sur le terrain avec nos étudiants et nos doctorants à faire les inséminations, à faire les évaluations des élevages et à conseiller les éleveurs sur le terrain. Voilà. Et donc, faute de générateur, vous avez perdu des milliers de doses de semences. Des doses de semences locales. Locales, oui, ça c'est... Ça a été une grosse perte, ça a été une grosse perte. Et le deuxième inconvénient ou le deuxième coup de massue que nous avons eu, puisque si nous avons pu constituer la banque de semences à Azawak, il faut partir d'un matériel animal performant. Donc nous avons la station de Toukounous, qui est une station de l'État où la sélection se faisait depuis 1952, avec des acquis assez importants. Et nous sommes partis donc des meilleurs animaux qui avaient été sélectionnés auparavant pour collecter leurs semences et les diffuser. Et à l'heure actuelle, c'est une zone d'insécurité où nous ne pouvons plus avoir accès. Et d'ailleurs, notre labo, le plus grand laboratoire, se trouve là-bas. Et c'est une zone d'insécurité et où nous ne pouvons plus aller. Ça aussi, c'est une perte assez énorme. Nous sommes en train d'identifier quelle station de l'État, parce qu'il faut forcément faire le travail in situ, en station, mais aussi chez les éleveurs. Et c'est pour ça que de plus en plus, nous sommes plus en milieu éleveur, justement, pour expérimenter et puis pour accompagner les éleveurs. Et donc, c'est là même l'utilité de cette banque, puisque comme il y a ce problème sécuritaire, ça permet de travailler et d'analyser sur les semences collectées. Et, bon, là, en effet, c'est ça. En effet, c'est ça. L'utilité de cette banque-là, elle est multiple. Hein. La première utilité, c'est que c'est rare de voir dans un pays où on fait la collecte de la semence des meilleurs géniteurs. Dans les pays de la sous-région,
Il n'y a que quelques pays qui le font et nous faisons ça de façon routinière. Donc ça nous permet, dans toutes les races que nous avons, d'avoir de la semence des meilleurs géniteurs qu'on peut diffuser. Et ça, c'est important puisque l'éleveur, puisque nous savons que la majorité de notre élevage est extensif, l'éleveur en milieu réel, qui a besoin juste d'un petit coup de pouce pour améliorer un peu la productivité de ses animaux, ben, ces semences d'animaux sélectionnés locaux est intéressant pour eux puisque les animaux qui vont en être issus, notamment les produits, ne vont pas être exigeants c'est des animaux locaux donc qui sont adaptés à notre environnement. Mais cette banque aussi, donc ça permet d'avoir, de faire de la conservation génétique. Donc c'est important dans le cadre de la conservation de la biodiversité. Cette banque de gènes nous permettait aussi d'importer de la semence de races étrangères qui ont des capacités beaucoup plus importantes que les nôtres et avec lesquelles on peut croiser nos races locales et ça permet d'aller vite en fait. La sélection que nous faisons ici, c'est un travail de longue haleine avec des résultats qui vont faiblement, alors que le croisement permet d'aboutir à des résultats assez intéressants, assez rapidement, mais évidemment avec un accompagnement et avec un raisonnement, puisque les biotechnologies qu'on utilise, si nous utilisons des semences étrangères, il faut pouvoir les faire en milieu, par exemple dans les élevages intensifs. Et au niveau des élevages extensifs, c'est plutôt utiliser nos semences. Donc ça veut dire que notre banque de gènes avait une importance capitale et qu'il va falloir reconstituer cela. Merci beaucoup, professeur. Vous êtes aussi le directeur du Centre d'excellence régionale sur les productions pastorales. Oui. Alors, il faut dire qu'en 2018, la faculté d'agronomie a participé à une compétition internationale de financement de projets issus des universités et à partir de projets qui sont finançables. Et il y a eu donc une sensibilisation de la Banque mondiale avec l'accompagnement de l'État par le ministère de l'Enseignement supérieur, parce que l'argent qui est octroyé, une partie ce sont des crédits, une partie ce sont des dons. Et donc il fallait présenter un projet qui va être évalué et si c'est finançable, on avait donc ce financement et le Niger avait présenté 5 projets à la Banque mondiale, dont la faculté d'agronomie. Et au niveau de la fac d'agronomie, comme nous avons un éventail large de spécialités, nous avons décidé d'aller dans le domaine des productions pastorales, où nous pensons que nous étions compétitifs sur le plan sous-régional avec les capacités en infrastructure, en laboratoire et en ressources humaines que nous avons. Et là, nous avons eu la chance donc d'avoir été sélectionnés parmi les 53 projets qui ont été financés sur 104 projets qui avaient été soumis. Et donc, la mise en œuvre de ce centre d'excellence comportait la formation de masse de ressources humaines de qualité et en quantité. Nous avons, sur la durée du projet qui est de 5 ans, 40 doctorants à former dans les disciplines relatives aux productions pastorales, une centaine de masters à former. Actuellement, nous sommes à 75% de cette formation. Il nous reste encore un an et demi. Les doctorats, nous sommes à 72,5%. Il nous reste un an et demi. Et faire de la formation de courte durée, 250 au moins, c'est-à-dire former les professionnels qui sont du domaine. Mais il faut aussi générer des technologies à diffuser pour transformer un peu le monde paysan. Il faut produire des publications et des fiches techniques. Les publications, ça montre le caractère scientifique important, mais les fiches techniques, ce sont des fiches de vulgarisation en quantité aussi suffisante. Et tout ça là, mais l'accompagnement que nous devons amener, et c'est ça qui change aussi des formations classiques que nous avons, c'est de préparer l'étudiant qui va sortir à l'entrepreneuriat pour sa prise en charge, puisque maintenant, les gens sont plus appelés à développer des initiatives privées. Donc nous avons institué dans l'enseignement l'entrepreneuriat et leur accompagnement et afin que ces étudiants puissent se prendre en charge et aussi
ils ont des stages qu'ils font en milieu industriel pour qu'ils voient un peu comment fonctionne, qu'ils aient un certain savoir-faire. Voilà. Oui, c'est très intéressant. Alors, pourquoi pastoral, production pastorale? Alors, c'est assez large, hein, c'est assez vaste hein, quand on dit production pastorale. Quand on dit production pastorale, les gens pensent que c'est ce qui est en zone pastorale, non? C'est relatif au pastoralisme qui englobe tout. Hein, il y a aussi l'élevage urbain, aussi bien l'élevage urbain que l'élevage en milieu pastoral. Donc, ça englobe tout ce qu'on peut faire comme recherche sur l'animal. Et au niveau des 3 pôles du système d'élevage, il y a 3 pôles qui sont abordés. Il y a toujours le pôle animal, puisque c'est l'animal qui valorise les ressources du terroir pour donner des productions que sont le lait, la viande, les cuirs et peaux. Donc ça, c'est un pôle. Et notre travail que nous faisons, c'est sur justement l'animal. Il y a le pôle éleveur. L'éleveur, c'est l'unité centrale du système d'élevage parce que c'est lui qui met des pratiques de conduite sanitaire, d'alimentation, de reproduction, etc., pour tirer profit de l'animal. Et il y a le pôle territoire qui fournit les ressources que l'animal utilise pour valoriser et donner de ses productions. Et donc, ces 3 pôles-là sont pris en compte justement dans le centre d'excellence, sans compter évidemment la valorisation des produits. Des produits, quand on parle de produits pastoraux, c'est même écrit dans l'intitulé, c'est la viande, c'est le lait, ce sont les cuirs et peaux. Voilà. Merci, c'est très intéressant. Et en termes de publication, vous avez publié et co-publié beaucoup d'articles, plus de 60. On ne peut pas les citer tous ici, on va aller sur quelques-uns de ces articles. Par exemple, un article sur les performances de production laitière de la femelle bovine croisée brune des Alpes Azawad. Oui, tout à fait. Effectivement, nous avons plus d'une soixantaine d'articles, publié plus d'une soixantaine d'articles au début, mais ça a toujours été en co-auteur avec les gens puisque nous travaillons en équipe. Et notre objectif sur les recherches en reproduction, c'était d'abord connaître les paramètres et essayer de les améliorer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les productions sur lesquelles nous sommes portés, c'est le lait, la viande, ce sont les cuirs et peaux. Et nous avons constaté effectivement, à partir des investigations que nous avons faites, que les potentialités de production de nos animaux, c'est louable puisque nous sommes en zone aride et que les animaux arrivent à produire en zone aride, c'est une performance. Mais il faut dire aussi que ces performances de production laitière sont assez limitées quand on veut essayer de résorber le problème d'importation de lait. Et donc, nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer d'améliorer les capacités de production de nos animaux? Alors, cet article auquel vous faites référence, c'est nous avons utilisé les biotechnologies pour faire des croisements des races étrangères avec nos races locales et qui permettaient donc d'avoir une partie du patrimoine du produit que l'on aura, qu'on appelle le produit métis ou croisé. Ça draine les capacités de production issues des parents, donc d'où vient la semence, de la race parentale, d'où vient la semence. Et les autres 50% viennent des capacités d'adaptation de la mère. Donc le produit métis aura une capacité de production un peu plus élevée que celle de la mère qui l'a produite et avec des capacités d'adaptation qui sont acceptables par rapport à la race parentale du père qui, si on l'importait sur pied, n'allait pas supporter les conditions arides. C'est ainsi que nous avons, par exemple, l'Azawa qui a été sélectionné à Toukounous nous donne en moyenne 7 litres, étant entendu qu'on a des individus qui peuvent aller à 10 litres, 12 litres, mais quelques individus. Et avec le croisement, facilement, on a des produits métis qui peuvent donner 8 litres à 10 litres par jour. Et je pense que c'est un gain qu'on a par rapport à ce croisement, étant entendu qu'il faut apporter à ce produit métis tout l'environnement, notamment l'alimentation nécessaire, parce que c'est un produit qui va aussi consommer beaucoup, mais aussi la lutte pour
la santé animale, donc contre les maladies qui sont assez dominantes ici. Donc c'est un travail qui a permis de voir que nous pouvons améliorer ces performances-là et qu'on pouvait le diffuser. Ça a été l'objet d'ailleurs d'une thèse qui a été soutenue assez récemment. Merci beaucoup. Un autre article sur les aspects socio-culturels et pratiques d'élevage des chèvres rousses et noires de Maradi au Niger. On en parle souvent des chèvres rousses. Absolument, absolument. Et donc, comme je disais, nous avons abordé tous les ruminants, les petits ruminants, les gros ruminants, la production laitière des croisés dont je parlais, c'était les bovins. Et nous avons abordé toutes les races aussi de petits ruminants, les ovins et les caprins. Et effectivement, nous avons cet avantage d'avoir la chèvre rousse de Maradi qui a des potentialités, notamment la prolificité. C'est-à-dire par mise bas, la première mise bas, ça va donner un produit, mais à partir de la deuxième mise bas, c'est 2 à 3, 4 produits par mise bas, ce qui est assez intéressant. Et c'est aussi un animal qui est apprécié par sa peau. Et donc, nous nous sommes portés sur ça. Et nous avons évidemment, dans les études que nous faisons, il y a toujours de caractérisation, il y a toujours 3 aspects qui sont abordés. L'aspect morphobiométrique de l'animal, l'aspect génétique de l'animal, mais aussi l'aspect socio-économique, des aspects de pratique de conduite. Comment est-ce que l'éleveur qui est en lien avec son animal, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des éleveurs qui sont attachés à des races bien spécifiques. Comment est-ce qu'ils conduisent et qu'est-ce qu'on peut tirer d'eux qui peut permettre d'améliorer? C'est ce qui a amené à faire ces études socio-économiques. Et c'est l'ensemble des 3 qui amène donc à bien connaître l'animal et ses capacités et voir comment les améliorer. Voilà. Merci beaucoup. Il y a un aspect que vous avez déjà abordé il s'agit de l'analyse de la diversité génétique de la race. Bon, là, ça concerne spécifiquement la race bovine Bororo. Oui. Et, alors, nous l'avons fait aussi pour toutes les races bovines. On l'a fait pour les races bovines, on l'a fait pour les races ovines aussi. C'est pour voir si, évidemment, nous avons des races qui sont pures ou est-ce qu'il y a eu beaucoup de métissage entre nos différentes races. Et c'est assez intéressant parce que quand on fait des programmes d'amélioration génétique, il faut partir de matériel pur, de matériel sûr. Et c'est pour ça que nous faisons des études de caractérisation génétique qui sont des études assez affines et de pointe. D'ailleurs, nous le faisons en lien avec nos partenaires du Centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone subhumide et puis aussi du Burkina, l'INERA du Burkina, qui ont un plateau technique en génétique qui est assez intéressant, plus d'autres partenaires sur la caractérisation. C'est important et on ne peut pas améliorer ce qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est important de savoir si nous avons des souches pures ou des souches qui ont connu beaucoup d'introgression génétique. Voilà. Ouais, et il y a une race qu'on évoque souvent, la race Balami. Oui, c'est une race de moutons Balami que nous avons étudiée aussi parmi les races ovines que nous avons. Vous savez, les races ovines que nous avons, il y a le mouton Peul qui se distingue en 2 sous-races. On parle du Peul blanc et du Peul bicolore. Le Peul blanc, il est de couleur totalement blanche et l'autre, c'est de couleur noir-blanc. C'est 2 couleurs ou rouge-blanc. Et nous avons aussi la race Touareg. Et nous avons une 3e race qui est la race Koundoum. Alors, ce sont les 3 races que nous avons et sur lesquelles donc, nous avons beaucoup investigué. Et s'ajoute à cela, on a découvert donc, le Balami qui n'était pas très étudié et où il n'y avait pratiquement rien là-dessus. Et là aussi, nous avons réalisé quasiment un travail de recherche par une thèse qui a été conduite dans une thèse et qui a consisté donc à avoir ces 3 aspects-là aussi, l'aspect zootechnique, c'est-à-dire conduite des animaux et les performances des animaux, l'aspect morphobiométrique et l'aspect génétique en lien avec les 2 autres races. Et nous avons trouvé effectivement que c'est une race qui est à part, et isolée, et qui a de bonnes performances surtout. Et c'est d'ailleurs ce qui est assez intéressant. Et ça démontre qu'au niveau local, nous avons des races quand même qui ont des potentialités qu'on ne connaissait pas.
Et il faut aller plus en profondeur pour voir comment est-ce qu'on peut diffuser ce potentiel-là. Et la thèse a été soutenue il y a, je crois, 1 an et demi, 2 ans. Et nous allons continuer là-dessus. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent justement sur la race Balami, qui a des potentialités en termes de production de viande surtout, et assez performante. Même si la race Peul aussi, c'est une race à viande qui est assez intéressante et très prisée pendant les périodes de Tabaski et les périodes de fête. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Et le parcours en termes de... Enfin, les caractéristiques végétales, ça joue aussi sur... Bien entendu, l'alimentation, c'est un aspect important. Alors, quand on travaille sur l'animal, il faut savoir, en production animale, il faut savoir qu'il y a 3 contraintes essentielles qu'il faut pouvoir gérer. Le génétique de l'animal, on peut l'améliorer par tout ce que l'on veut, mais s'il ne suit pas l'alimentation et la santé, c'est voué à l'échec. C'est pour ça que quand nous travaillons, on associe les 3 et nous sommes plus appelés maintenant à travailler en équipe pluridisciplinaire. Et parce que le potentiel génétique que l'on fait acquérir aux produits croisés ou sélectionnés, pour l'extériorisation de ce potentiel, eh bien, il faut l'alimentation. C'est pour ça que, même au niveau du centre d'excellence, c'est un pôle assez important, l'alimentation. Et donc, les équipes qui travaillent non seulement sur la production de fourrage, la qualité de ce fourrage et tout l'environnement qui sert à produire ce fourrage, que ce soit herbaceux ou ligneux, eh ben, c'est des aspects qu'il faut prendre en compte. Même nous qui faisons de la reproduction, nous sommes obligés de prendre en compte. Notre étude est imparfaite tant que nous n'apportons pas les conditions optimales d'alimentation et de santé. Et ça m'a amené aussi souvent justement à aller dans l'évaluation des pâturages, dans la qualité des pâturages, puisque nous avons aussi cette formation en zootechnie. En tout cas, c'est des recherches très, très importantes. Est-ce que vos recherches sont partagées avec les institutions? Vous collaborez avec les institutions comme les ministères? Tout à fait, tout à fait. Depuis un certain temps, nous sommes associés même dans l'élaboration de certaines politiques dans la recherche, particulièrement au ministère en charge de l'élevage. Nous avons un certain nombre de projets qui ont été élaborés où nous sommes partie prenante. Par exemple, le programme national d'amélioration génétique, on était partie prenante. La stratégie de l'élevage au cours de son élaboration, nous étions partie prenante. Et nous-mêmes, tout ce que nous faisons comme recherche, nous partons des politiques nationales, puisque ce que nous faisons, c'est amener des réponses aux questions qui se posent. Or, tout ça, là, les contraintes et vers où il faut orienter nos recherches, ça apparaît dans les politiques nationales, ce qui nous amène forcément à travailler. I3N, tout ce qui est fait là-bas, nous avons des partenariats avec ces institutions et beaucoup de projets de développement aussi au niveau national. Nous travaillons avec eux. Je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir intégrer la recherche au développement socio-économique du pays, mais aussi à l'élaboration des politiques pour le développement du pays. Merci, merci professeur. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que là, on voit une pratique en matière d'élevage, notamment domestique, des gens qui donnent des comprimés, qui associent l'alimentation bétail avec des comprimés pour, en tout cas, booster la croissance des aliments. Alors, l'alimentation, c'est sûr. Maintenant, les comprimés, ça dépend de ce qu'il y a. Parce que les comprimés, c'est juste une forme de présentation. Ça peut être des médicaments. Ben, vous savez, je vous le disais qu'il faut forcément le génétique, l'aspect alimentaire, l'aspect santé aussi. Un animal malade, il ne peut pas extérioriser le potentiel. Et le plus souvent, ce qui malmène nos animaux, ce sont les maladies parasitaires et les maladies infectieuses. Et de façon stratégique, quand on a un troupeau, il faut donner des antiparasitaires aux animaux à des périodes données, à l'entrée de la saison des pluies, au sortir de la saison des pluies, pour éliminer tout ce qu'il y a comme parasites, afin d'affronter la saison des pluies, mais aussi le sortir de la saison des pluies. Ça peut être ça. Il y a aussi des compléments alimentaires qu'on peut appeler. C'est en fait des
nutriments que l'on apporte que l'alimentation, l'aliment grossier n'apporte pas et qui sont donnés sous forme de pierres à lécher et autres. Donc tout ça, c'est assez intéressant pour booster les productions. Forcément, il faut associer ça. Okay, merci beaucoup. C'était très intéressant. Pour le cas des éleveurs. Les éleveurs en zone rurale, est-ce qu'ils arrivent à avoir les mêmes produits en termes d'élevage, en termes de soins des animaux? Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on dit que la vulgarisation, c'est du ressort des ministères techniques et je pense qu'il y a un appui important qui est fait aux éleveurs en termes de compléments, de compléments alimentaires, en termes de santé. Il y a des campagnes de vaccination qui sont assez faites pratiquement chaque année, qui servent à prévenir l'apparition des pathologies essentielles. Et les recherches que nous faisons aussi, les technologies que nous avons à disposition, on va en milieu réel. Évidemment, il y a des technologies qui sont diffusables en milieu d'élevage extensif, parce qu'il faut tenir aussi compte des moyens de ces éleveurs à subvenir aux besoins des produits qu'il va y avoir quand nous appliquons nos technologies. Et donc, il faut tenir compte du système d'élevage. En élevage intensif, il y a des technologies que nous préconisons, par exemple les croisements avec les races étrangères, c'est plus un système d'élevage intensif, mais en système d'élevage extensif, c'est plus les aspects de sélection, c'est plus les croisements avec nos races locales entre elles, les plus performantes et les moins performantes. Donc je pense qu'il y a quand même des actions qui sont faites en direction des éleveurs. Ça n'aurait aucun sens, tout ce que nous faisons, si l'éleveur en milieu réel n'arrive pas à en profiter. Et je pense que toute politique qui est entreprise, il faut aller dans le sens de pouvoir faire bénéficier ceux qui en ont le plus besoin. Merci beaucoup, professeur. Et la question aussi de la saison. La saison sur l'impact de la saison sur la production animale ou sur la santé animale. Absolument, absolument. Et là également, il faut distinguer, donc je disais, les deux systèmes d'élevage extensif et intensif. L'effet de la saison, c'est ça qui amène en élevage extensif la transhumance. La transhumance, c'est pour essayer de compenser le déficit alimentaire d'une zone par ce qui existe dans une autre zone. Les animaux vont chercher là-bas. En matière de santé animale également, c'est ce qui amène à renforcer les mesures sanitaires pendant certaines périodes. En élevage intensif, on est censé maîtriser les différents paramètres puisque généralement c'est un élevage qui est en stabilisation ou en tout cas, même s'ils font un peu de transhumance, ça ne va pas loin. Et donc les paramètres sont beaucoup plus maîtrisés et là c'est à l'éleveur donc d'apporter toutes les conditions pour que l'animal puisse extérioriser son potentiel. Mais tout ce que l'on fait, évidemment, même si on est éleveur, il faut tenir compte des saisons parce que la saison sèche est une saison de difficultés alimentaires. La saison humide, c'est une saison aussi de propagation de maladies animales avec la chaleur et l'humidité qu'il y a. Et donc, il faut tenir compte de ces paramètres et agir en conséquence quand on agit en milieu réel. Merci beaucoup. Le Niger est connu comme étant un pays d'élevage et avec un cheptel assez important. Absolument. Absolument, c'est un pays d'élevage et justement, quand on élaborait notre projet sur le centre d'excellence sur les productions pastorales, un des avantages qu'on disait que nous avions, c'est le potentiel animal. On a plus d'une quarantaine de millions de têtes d'animaux, toutes espèces confondues, avec une prédominance des petits ruminants, les caprins, les ovins, et puis les bovins. Et ça, c'est une ressource importante que nous avons et qu'il faut savoir préserver. Vous savez, on a une partie qui est, comment dirais-je, de cet élevage qui est transhumant, environ 20%, une partie qui fait de la semis et une partie qui est sédentarisée.
Et donc, évidemment, la partie en transhumance a assez souvent des difficultés. Et les actions que l'on fait, il faut tenir compte donc, de ces aspects. Mais c'est un avantage énorme de disposer de ce cheptel qui est un des meilleurs en Afrique de l'Ouest, et surtout avec des potentialités extraordinaires. Le bovin Azawak, c'était appelé la Jersias de l'Afrique de l'Ouest pour sa capacité de production laitière qui était des meilleures de l'Afrique de l'Ouest. On parlait de la chèvre rousse, on parlait du balami. Donc tout ça, ce sont des potentialités. Et ça, nous devrons nous baser en tant que chercheurs à préserver ces races-là. Nos actions devraient être la conservation de ces races-là et surtout la diffusion pour que ces races puissent être adaptées même dans des zones où ça n'existe pas, ces potentialités. Mais l'autre aspect que nous avons aussi en matière de recherche, c'est là où les potentiels ne sont pas intéressants, c'est de pouvoir essayer de les améliorer. Mais nous avons déjà cet avantage sur l'effectif du cheptel que nous avons. Merci beaucoup. Mais là nous sommes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans une situation sécuritaire qui perdure. Et on voit aussi l'impact de cette insécurité sur le cheptel. Ouais. Et voilà, donc, en effet, il y a un impact important. Déjà, la transhumance, elle a freiné. Freiné parce qu'on ne peut plus se déplacer, aller dans des zones d'insécurité. Une des options aussi, quand on parle d'insécurité, ça veut dire qu'il y a aussi des fragilités sur le plan alimentaire. Une des options, c'est aussi de voir comment sédentariser ce qu'on peut sédentariser. Donc ça a réduit les mouvements des animaux et ça a réduit les échanges avec les pays de la sous-région, les devises ou tout ce qu'on peut avoir en exportant les animaux sur pied. Ça a freiné tout cela. Donc il y a énormément de difficultés et un des axes de recherche aussi, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme palliatif en attendant qu'on puisse trouver des solutions à cette insécurité. Mais ça a beaucoup joué sur les mouvements et la conduite du cheptel nigérien. Surtout que les animaux sont souvent cibles aussi des... Absolument, 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 parce que c'est recherché, ce potentiel-là est recherché et on le voit tous les jours. Hein. Et donc c'est pour ça que même les stations, je vous disais que c'est une catastrophe de ne pas pouvoir avoir accès à la station de Toukounous, comme beaucoup d'autres stations. Et il faut voir comment substituer à ces zones-là. Effectivement, les animaux, ce sont des cibles parce que ce sont des parties potentielles que l'on peut facilement écouler et qu'on peut emmener n'importe où, malheureusement. Malheureusement. Ouais. Merci, professeur. Et dans votre fonction, vous avez occupé plusieurs postes administratifs. Chef de département adjoint, chef de département doyen. Oui, effectivement. J'étais à la fac donc, en 90 en service civique, ensuite enseignant-chercheur à partir de 91 et à partir de 99, puisque j'ai eu un break entre 93 et 97 où j'étais parti faire ma thèse en France. De 93 à nos jours, j'ai été chef de département pendant une douzaine d'années. Ensuite, j'ai été vice-doyen pendant 3 ans, de 2014 à 2017, je crois. Ensuite, j'ai été doyen. J'ai été élu doyen de 2017 à 2021 par la volonté, évidemment, de mes collègues. Comme vous savez, tous ces postes, ce sont des postes électifs. Et à partir de 2021, je me suis consacré. Donc, j'ai fait 4 ans. J'ai été doyen pour un mandat, mais j'ai fait 4 ans. Et à partir de 2021, je me suis consacré. Donc, je suis devenu directeur du centre d'excellence et je me suis consacré à cela. C'est une expérience de plus dans la gestion. On est parti donc du département au décanat. C'est une expérience et qui ne peut réussir qu'avec la volonté des composantes de
la faculté, notamment les enseignants-chercheurs, les étudiants, les personnels administratifs et techniques. Hein. Et je dois avouer que j'ai vraiment bénéficié de l'accompagnement de ces trois composantes et nous avons fait ce que nous pouvons faire pour le mieux. Et si vous me donnez l'occasion donc de remercier mes collègues et les PAT et les étudiants pour l'ambiance qui a régné et je pense qu'il continue de régner au niveau de la faculté d'agronomie. Nous avons ce côté tolérant et qui nous amène aussi à avoir des consensus quand il y a de grands problèmes et quand il y a de grands enjeux à défendre. Donc je suis content des expériences que j'ai acquises jusque-là. Merci, professeur. Et vous êtes membre de plusieurs sociétés savantes de centres de recherche. Oui, je suis dans le... je suis membre généralement de beaucoup de conseils scientifiques, à commencer au niveau local du Conseil national de la recherche scientifique, le CNRS, depuis 2020, le Conseil national, le Centre national de spécialisation en élevage qui a été institué par le programme Productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Je suis le président du conseil scientifique de cet organe-là, depuis 2020 aussi. Je suis membre du conseil scientifique du Centre international de recherche scientifique, de recherche développement sur l'élevage en zone subhumide qui est basé à Bobo. J'y ai séjourné d'ailleurs en tant que chercheur, maître de recherche pendant 3 ans, de 2000 à 2003, et je suis membre de ce conseil depuis 2013 et je suis membre aussi de certaines revues scientifiques comme la revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux qui est basée à Montpellier. Bon, de temps en temps, quand il y a des sollicitations d'expertise, nous n'hésitons pas à apporter ce que nous pouvons apporter. C'est une prestigieuse revue. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, que j'ai connu depuis que j'étais étudiant parce que nous publions là-dedans et ça nous a permis donc de maîtriser la rédaction scientifique, les publications et maintenant ça nous permet d'apporter notre contribution à l'excellence de la recherche scientifique puisque les publications c'est aussi ce qui permet de mesurer le caractère scientifique du travail que nous faisons. Un travail qu'on ne peut pas publier, c'est difficile de parler de son intérêt, de parler de, comment dirais-je, s'il faut le conserver, s'il faut le diffuser. C'est ça qui témoigne de l'excellence du travail que nous faisons. Tout à fait. Merci, professeur. Vous avez aussi, dans votre carrière, encadré beaucoup de travaux de recherche, notamment en mémoire, mais surtout en thèse. Oui, donc, absolument. Effectivement, ça fait 32 ans que je suis à la faculté d'agronomie en tant qu'enseignant-chercheur. Et les mémoires de master d'ingénieurs, d'abord d'ingénieurs agronomes, que nous formions les ingénieurs des techniques agricoles au bout de 4 ans et les ingénieurs agronomes au bout de 5 ans. Nous en avons formé jusqu'à l'année 2010 où nous avons éteint cette filière au profit du LMD et où nous avons créé donc des licences et des masters et des doctorats. Et donc c'est beaucoup de dizaines de mémoires de master, de mémoires de licence, de diplômes d'ingénieur, de mémoires d'ingénieur. Et depuis que j'ai acquis le grade de maître de conférence, en 2005, nous encadrons aussi des thèses. J'en ai effectivement encadré des thèses, 12 thèses qui ont été soutenues, et dont les 5 thésards sont devenus des chercheurs, les 5 sont devenus des enseignants-chercheurs, et les 2 sont l'un dans une institution internationale, l'autre dans la production. Et j'ai actuellement une douzaine de thésards
d'une année qui sont en première, de la première à la quatrième année de thèse, et une douzaine que je suis en train d'encadrer. C'est notre rôle aussi. Et c'est un professeur titulaire, je pense qu'il a l'obligation d'avoir une équipe de recherche, ou d'être membre d'une équipe de coacher les jeunes, notamment les assistants, mais les étudiants, les stagiaires. Et c'est ce que nous avons au niveau de notre équipe. Et c'est ce qui fait qu'on est assez productif et nous le ferons jusqu'à, évidemment, la retraite. Merci beaucoup. Mais c'est important de rappeler que ces thèses, vous les encadrez au Niger, mais aussi à l'étranger. Absolument. En Europe, absolument. sous-région. J'ai été membre en tant qu'examinateur, président ou rapporteur d'environ 22 thèses soutenues en France. Il y a 2 en France qui ont eu en France, 2 au Sénégal, 4 à Bamako-Calavi, 2 au Burkina Faso, 11 à Niamey, avec des HDR à Niamey. Et donc c'est assez important, mais comme je dis, c'est notre rôle aussi. Et nous cherchons à les assumer. Merci, professeur. Maintenant, vous parlez des docteurs, de jeunes docteurs, des jeunes chercheurs, enfin, qui sont devenus des jeunes enseignants-chercheurs parce qu'ils ont été recrutés. Et donc, quel message vous donnerez ou quel conseil donnerez-vous à ces jeunes en matière de collaboration, en matière de recherche, en matière de... oui, cette importance-là, c'est important déjà pour ceux qui ne sont pas dans la recherche, les étudiants qui sont en cours de formation. Le domaine des productions animales, il y a quelques années, avec le programme Productivité agricole, avant son démarrage, nous avons fait des investigations pour voir les spécialistes que nous avons en production animale, au niveau de l'université, de la faculté d'agronomie, au niveau du Labocel, au niveau des services techniques que nous avons, et du CMB, etc. Et nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas de spécialiste. Ce que nous avons spécialiste, c'est déjà celui qui a un master. Le vétérinaire qui a un master ou quelqu'un qui a un master dans un domaine de production, c'est ce que nous appelons spécialistes, plus ceux qui ont des diplômes de spécialisation et de thèse. À l'époque, il n'y avait pas plus de 5 dons. La presque totalité se trouvait à la faculté d'agronomie. Nous nous sommes dit que ça, c'était un défi. Et c'est pour ça que ce projet a contribué à former justement beaucoup d'étudiants en master et beaucoup de doctorats. Et c'est pour ça que aussi, c'est toute la signification de l'existence de ce centre d'excellence que nous avons au niveau de la faculté d'agronomie. Et le domaine des productions en a toujours besoin. Et c'est pour ça qu'il faut le faire. Donc, j'incite donc ceux qui sont dans les parcours à aller dans le sens où on en a toujours besoin. On a des spécialités qui sont assez diversifiées. Ceux qui ont fait déjà un début de carrière, qui ont été recrutés, alors ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et ceux qui sont enseignants-chercheurs sont déjà des maîtres de conférences et chercheurs qui sont des maîtres de recherche actuellement. Et je pense que le travail dans notre équipe a montré tout l'intérêt du travail en équipe. Et nous continuons de collaborer avec eux. Et c'est ce qui me rend heureux. Nous continuons à partager et nous partageons tous. Et il faut continuer à garder ce contact et à garder le cap, puisque le Niger a besoin de l'excellence. Et on ne peut pas développer si le savoir n'y est pas. Et le savoir-faire. Et je pense qu'ils sont dans cette dynamique. Et nous continuerons à véhiculer toujours ce message. Et c'est un plaisir de voir que quand je parcours le Niger dans toutes les régions, c'est difficile que je m'arrête et que je n'ai pas d'agronomes ou qui viennent me saluer et être fier de son parcours qu'il a fait avec nous et de l'appui que nous ne cessons de leur apporter. Parce que moi, je leur dis, une chose est de réussir son parcours universitaire. Une chose est d'être compétent sur le terrain. Et ça, il faut des appuis et nous n'hésiterons pas à vous apporter ce que nous savons. Voilà. Merci, professeur. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre professeur Marichatou Amani,
enseignant-chercheur au département de production animale à la faculté d'agronomie de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine interview dans les greniers des savoirs. Merci, merci professeur. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien. Merci.